Lors de ma réception de mariage, mon beau-père s'est levé et a dit « Elle n'est là que pour son argent ». La salle est devenue silencieuse. J'ai souri à travers les larmes tandis que tout le monde me regardait. Puis mon fils de 8 ans s'est avancé vers le micro et a dit « Papy, veux-tu que je leur dise ce que tu as fait à mamie ?» Hey! Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Lors de la réception de mon mariage, alors que les invités riaient encore et sirotaient leur champagne, mon beau-père, Martin, s'est levé de sa chaise. Sans prévenir, il a arraché le micro des mains du témoin, le visage dur. Sous la table, je tenais la main de Noah, sentant le pouls de l'excitation et de la nervosité, inconsciente de ce qui allait se passer. La grange scintillait de guirlandes lumineuses. Les tables bourdonnaient de conversations et de célébrations, et je commençais enfin à me permettre de croire que le bonheur était à nous pour de bon. Puis Martin a parlé et toute l'ambiance s'est brisée comme du verre. « Je pense que tout le monde ici devrait savoir, » dit-il, la voix tranchante et assurée. Elle n'en veut qu'à son argent. La pièce s'est figée. Les fourchettes sont restées suspendues en l'air. Les conversations se sont tues. Des centaines de regards se sont tournés vers moi, leur joie se muant en confusion, en choc, en suspicion. J'ai souri, car pleurer lui aurait donné du pouvoir. J'ai souri malgré la boule dans ma gorge et la honte qui me montait à la poitrine. Noah a serré ma main plus fort, son corps entier tendu à côté de moi, mais aucun de nous n'a bougé. Martin se tenait droit, certain, savourant chaque seconde du silence qu'il avait créé. Je voulais me défendre. Je voulais me lever et leur dire qui j'étais vraiment. Pas une croqueuse de diamants, mais une femme qui avait reconstruit sa vie morceau par morceau après s'être retrouvée sans rien. Mais je n'ai rien dit. À cet instant, le silence semblait plus fort que n'importe quel mot. Les invités bougeaient, mal à l'aise. Quelques-uns chuchotaient. La plupart se contentaient de regarder fixement. Puis, doucement, Ellie a glissé de sa chaise. Mon fils de 8 ans s'est avancé vers le micro, sa serviette encore rentrée dans sa chemise. Sa petite silhouette paraissait encore plus petite sous les hautes poutres de la grange, mais ses pas n'ont pas vacillé. Je me suis à moitié levé de mon siège, le cœur battant la chamade, mais je me suis arrêté quand il s'est tourné et m'a regardé. Son expression était calme. Sûr. Il a fait face à Martin, se tenant à quelques mètres de l'homme qui venait d'humilier sa mère devant tout le monde. « Papy, » dit Ellie, la voix claire. « Est-ce que je devrais leur raconter ce que tu as fait à mamie ?» Le silence s'est rompu net. Un verre a glissé des mains de quelqu'un et s'est brisé sur le sol. Des halètements ont résonné dans la pièce. Toute l'énergie qui avait été dirigée vers moi s'est retournée et a atterri en plein sur Martin. Il a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Son visage s'est vidé de toute couleur. Pour la première fois de la soirée, ce n'était pas moi qui étais sur le banc des accusés. La vérité, enfouie depuis des années, se frayait un chemin vers la lumière. Et ce n'était pas moi qu'elle allait détruire. Le matin du mariage, le monde derrière ma fenêtre baignait dans une douce lumière dorée. Le champ s'étendait, vaste et ouvert, parsemé de fleurs sauvages qui se balançaient sous une brise légère. C'était le genre de matin qui ressemblait à une promesse. Je me tenais devant le miroir, ajustant la simple boucle d'oreille en perles que Noah m'avait offerte, sentant une énergie nerveuse vibrer juste sous ma peau. Je n'avais jamais imaginé avoir une seconde chance en amour, encore moins une seconde chance qui paraisse si pure. Après l'effondrement de mon premier mariage sous le poids des mensonges et de la solitude, je m'étais convaincu que les contes de fées étaient pour les autres. J'avais appris à construire une vie pour Ellie et moi de mes propres mains, brique après douloureuse brique. Puis Noah est arrivé. Je l'ai rencontré lorsque j'ai été engagé pour redessiner les intérieurs des nouveaux bureaux de son cabinet d'architecture. Il était attentionné, me demandant toujours mon avis, écoutant toujours, comme si ce que je disais comptait. Au fil des pauses café et des nuits passées à mesurer des plans, l'amitié s'est transformée en quelque chose de plus fort, de plus intense et d'indéniable. Il m'a fait croire à nouveau, non pas par de grands gestes, mais par sa façon de se souvenir de mon thé préféré, ou par la manière dont il riait aux blagues un peu nulles de mon fils comme si c'était la meilleure chose qu'il ait jamais entendue. Noah n'a jamais essayé de me réparer. Il s'est juste tenu à mes côtés, solide et sûr. Ellie l'a adoré presque instantanément. Ensemble, ils construisaient des châteaux en Lego, menaient des batailles épiques avec des épées en mousse dans le jardin et se chuchotaient des secrets sur la façon dont ils allaient me construire une cabane dans les arbres un jour, juste comme ça. Les voir tisser ce lien me serrait le cœur d'une manière presque sacrée. Mais tout le monde n'était pas heureux. Martin, le père de Noah, n'a jamais caché qu'il me considérait comme inférieur à leur famille.
À ses yeux, j'étais une mère célibataire sans rien à offrir d'autre qu'un joli visage et un compte en banque vide. Ses sourires étaient forcés, ses compliments plus tranchants que des insultes. Lors du dîner de répétition, il a gardé ses distances, trinquant avec de vieux partenaires commerciaux, évitant complètement notre table. Je me suis dit que ça n'avait pas d'importance. Je me suis dit que la seule approbation dont j'avais besoin était celle de Noah et d'Ellie. Pourtant, un petit nœud d'angoisse se serrait dans mon estomac chaque fois que je surprenais Martin en train de me regarder de l'autre bout de la pièce, son expression indéchiffrable. Le lieu de la cérémonie était tout ce dont j'avais rêvé, simple et magnifique. Une grange restaurée, drapée de lin blanc et parsemée de guirlandes lumineuses, entourée de chênes imposants qui semblaient être des gardiens silencieux. Les tables étaient dressées avec des roses couleur chair et de la vaisselle à bordure dorée. Il s'en dégageait une chaleur, une douceur qui ressemblait à un foyer. Je portais une robe qui flottait quand je bougeais. Rien d'extravagant, juste de la dentelle et du satin qui semblaient faits pour moi. Noah portait un costume bleu marine avec une rose blanche à la boutonnière. Quand j'ai descendu l'allée et que j'ai vu la façon dont il me regardait, comme si j'étais la seule personne au monde, toute la peur et le doute se sont envolés. Nos vœux étaient simples et honnêtes, des promesses construites sur la beauté brute et désordonnée de la vie réelle. Nous avons promis de nous battre l'un pour l'autre, d'écouter, de pardonner. Ellie se tenait à nos côtés, tenant les alliances, souriant si largement que je pensais que son visage allait se fendre en deux. Pendant le cocktail, les rires fusaient. De vieux amis se retrouvaient. De nouvelles amitiés naissaient. Les assiettes s'entrechoquaient. La musique jouait. Les enfants se couraient après pieds nus dans l'herbe. Pendant un court instant, j'ai eu l'impression que toutes les cicatrices que je portais s'étaient estompées pour devenir quelque chose d'invisible, d'immatériel. Quand le moment des discours est arrivé, je me suis penché contre Noah, me sentant complètement en paix. Le témoin a plaisanté sur les piètres talents de cuisinier de Noah. Ma demoiselle d'honneur a raconté une histoire sur la façon dont nous rêvions de nos mariages quand nous étions adolescentes, riant de voir à quel point la réalité était différente. Du coin de l'œil, j'ai aperçu Martin, assis raide à sa table, faisant tourner le liquide ambré dans son verre. J'ai pensé que peut-être, juste peut-être, il resterait tranquille et nous laisserait profiter de cette soirée. J'avais tort. Quand Martin s'est levé et a pris le micro, une vague de confusion a parcouru la foule. Les gens ont tourné la tête. Quelques-uns ont applaudi poliment, s'attendant à un toast formel et légèrement maladroit du père du marié. Au lieu de cela, il a tout brisé avec une seule phrase. Assise là, le poids de l'instant m'oppressant la poitrine, j'ai réalisé la vérité. Ce n'était pas juste un discours. C'était une attaque. Une tentative délibérée de me démolir au moment où j'étais la plus vulnérable. Et pendant un instant, ça a presque fonctionné. Jusqu'à ce qu'Ellie, avec ses petits pas assurés, me rappelle que l'amour le plus fort dans cette pièce n'était pas celui qui essayait de contrôler, mais celui qui choisissait de se lever, aussi petit ou effrayé soit-on. Les mots de Martin restaient suspendus dans l'air, lourds et acérés. Elle n'en veut qu'à son argent. Pendant un battement de cœur, personne n'a bougé. Le groupe a cessé d'accorder ses instruments. Les conversations se sont interrompues en pleine phrase. Tous les regards dans la pièce se sont tournés vers moi, non pas avec bienveillance, mais avec confusion. Suspicion, pitié. Je suis resté figé, ma main serrant fermement celle de Noah. Ses jointures étaient blanches. Je sentais son corps se tendre à côté de moi, une tempête à peine contenue. Je voulais parler, en rire, me lever et réduire ses accusations en miettes, mais les mots sont restés coincés dans ma gorge. Je m'étais préparé à tant de choses ce jour-là. Mais pas à ce moment. Noah s'est à moitié levé de sa chaise, mais Martin a continué à parler. Sa voix, calme et mesurée, a rempli la grange comme de la fumée. Mon fils a toujours eu un grand cœur, a dit Martin, regardant directement Noah, puis balayant du regard les invités. Trop grand. Ça l'aveugle sur ce que les gens veulent vraiment de lui. Des murmures se sont élevés des tables. Des amis se sont jetés des regards, ne sachant pas s'ils devaient rester assis ou intervenir. Quelques-uns m'ont regardé, les yeux pleins d'excuses, mais la plupart attendaient simplement de voir ce qui allait se passer. Je sentais ma respiration s'accélérer, courte et saccadée. Ma robe de mariée, si légère et belle quelques heures auparavant, me semblait maintenant un filet se resserrant autour de ma poitrine. Martin a légèrement levé son verre, comme pour porter un toast, son sourire fin comme une lame de rasoir. À la santé de ceux qui voient les choses clairement avant qu'il ne soit trop tard. Il s'est rassis, le micro heurtant la table avec un bruit sec en tombant. Le son a résonné dans le silence stupéfait.
J'ai fixé mon assiette, ma vision se brouillant. Une tomate cerise avait roulé de ma salade et reposait sur le bord, parfaitement intacte, absurde dans sa normalité. Autour de moi, le monde tournait, mais cette tomate restait parfaitement immobile. Noah s'est tourné vers moi, le visage rouge de colère, mais doux quand il a croisé mon regard. « Je suis tellement désolé », a-t-il murmuré, sa voix tremblante de rage et de chagrin. J'ai secoué la tête. Je ne voulais pas qu'il soit désolé. Je ne voulais pas qu'il ait honte de la cruauté de quelqu'un d'autre. Je me suis redressé. J'ai relevé le menton. Si Martin voulait m'humilier, je ne lui donnerais pas la satisfaction de me voir m'effondrer. J'ai ouvert la bouche, prêt à parler, à me défendre avec chaque once de force qu'il me restait. Mais avant que je puisse dire un mot, Élie a bougé. De la table voisine, où il était assis avec ma sœur et ses enfants, Élie s'est levé. Il s'est essuyé les mains sur le devant de son pantalon, balayant des miettes invisibles, et a commencé à marcher vers l'avant de la pièce. Au début, j'ai cru qu'il venait juste me trouver, cherchant du réconfort comme le font les enfants quand les choses deviennent effrayantes. Je me suis à moitié levé de ma chaise, prêt à le prendre dans mes bras pour le protéger de la laideur qui nous entourait. Mais il n'est pas venu vers moi. Il est allé directement au micro. Un silence s'est abattu sur la pièce alors que tout le monde se tournait pour le regarder. Un petit garçon en gilet bleu marine et cravate à clip, seul sous les dures lumières du plafond. Il a tendu le bras, a ajusté soigneusement le micro et a regardé Martin. « Papy, » dit Élie, la voix assurée. « Est-ce que je devrais leur raconter ce que tu as fait à mamie ?» Les mots, si clairs et si simples, ont tranché la tension comme une lame. Il y eut une inspiration brusque parmi les invités. Un verre de vin s'est renversé sur une table voisine, le liquide rouge tachant le lin blanc. Quelqu'un a haleté bruyamment. Une femme a plaqué sa main sur sa bouche. Le visage de Martin, suffisant un instant auparavant, est devenu cendré. Il a ouvert la bouche pour répondre, mais aucun son n'est sorti. Il a regardé Élie, puis les invités, comme s'il essayait de deviner ce que le garçon savait exactement. La réponse était écrite sur chaque visage horrifié qui le dévisageait. Je suis resté figé, partagé entre la fierté et la panique. Élie se tenait là, petit mais inébranlable, les mains jointes devant lui. Il ne criait pas. Il ne pleurait pas. Il tenait simplement sa position, projetant une lumière si vive que même les mensonges de Martin ne pouvaient y survivre. Noah a été le premier à bouger. Il s'est levé, s'est approché d'Élie et a posé doucement une main sur son épaule. Ses yeux n'ont jamais quitté ceux de son père. « Tu l'as entendu », a dit Noah, sa voix calme mais pleine d'acier. « Il est peut-être temps que nous entendions tous la vérité. » Les invités restaient stupéfaits, leur regard allant de Martin à Noah, du passé au présent, entre ce qu'ils pensaient savoir et la laide vérité qui se dévoilait sous leurs yeux. Et pour la première fois depuis que Martin avait ouvert la bouche, j'ai souri. Non pas parce que la douleur avait disparu, non pas parce que le moment était facile, mais parce que nous n'étions plus seuls. Martin est resté assis là, raide et silencieux, tandis que le poids des mots d'Élie s'installait sur la pièce comme un épais brouillard. Ses mains, autrefois stables autour de son verre, tremblaient légèrement contre la nappe. L'homme qui avait été si prompt à juger, si désireux de me faire honte, avait maintenant l'air acculé, exposé. Noah s'est agenouillé à côté d'Élie, parlant assez bas pour que seuls les plus proches puissent entendre. « Tu es si courageux, » a-t-il dit. « Tu as fait ce qu'il fallait. » Élie a hoché la tête une fois, le visage sérieux. Il ne gigotait pas. Il n'a pas fléchi. Je me suis levé de ma chaise, lissant ma robe de mes mains tremblantes, et je me suis approché d'eux. J'ai serré Élie dans mes bras, sentant le battement régulier et solide de son cœur contre le mien. Noah s'est également levé, passant son bras autour de nous deux, créant un bouclier, un petit cercle indestructible. La voix de Martin a brisé le silence, rauque et défensive. « Ce n'est qu'un enfant, » dit-il, ses mots trébuchants. Il ne comprend pas de quoi il parle. Noah s'est redressé, sa voix portant à travers la pièce, pas forte, mais ferme. « Alors peut-être que tu devrais nous l'expliquer, » a-t-il dit. « Expliquer ce qu'il a entendu. Expliquer pourquoi ma mère avait peur de rentrer à la maison après son opération. Expliquer pourquoi elle pleurait au téléphone avec moi cette nuit-là, me suppliant de rester en ligne parce qu'elle avait peur d'être seule avec toi. » Des murmures d'indignation ont parcouru les tables. Les invités chuchotaient derrière leurs mains, s'agitant sur leurs sièges, jetant des regards de Martin à moi, puis à Noah. Je serrai Élie plus fort, mes yeux ne quittant jamais ceux de Martin. Il s'est levé brusquement, renversant sa chaise avec un bruit sec contre le plancher en bois, son visage tordu de colère, mais il y avait aussi de la peur, nue et évidente.
C'est une affaire de famille, a lâché Martin. Pas quelque chose à étaler devant des étrangers. Non, a dit Noah. Les affaires de famille sont basées sur la confiance, le respect, l'amour. Tu as jeté tout ça par la fenêtre bien avant ce soir. Pendant une seconde, j'ai cru que Martin allait sortir en trombe, qu'il allait tourner les talons et disparaître dans la nuit, ne laissant derrière lui que des rumeurs et des débris. Mais il est resté figé sur place, têtu, défiant, trop fier pour fuir, mais trop exposé pour se défendre correctement. À l'une des tables de devant, l'oncle David, le frère cadet de Martin, s'est levé. C'était un homme discret, toujours en marge des événements familiaux, gardant toujours la tête basse. Mais ce soir, quelque chose en lui avait changé. Je l'ai entendu aussi, a dit l'oncle David, la voix tremblante d'émotion. J'étais là la nuit où tu as dit à Lily qu'elle était un fardeau, que tu aurais souhaité que l'AVC l'achève. Je n'ai jamais rien dit parce que je pensais que ça déchirait la famille, mais tu l'as déjà fait toi-même. Les mots ont frappé comme un coup de fouet sur la pierre. Martin a pâli, sa bouche s'est ouverte et fermée, cherchant une défense, un moyen de retourner la situation, mais rien n'est venu. Les invités le fixaient maintenant, non plus avec confusion, mais avec dégoût. Les murmures se sont fait plus forts, se transformant en colère, en incrédulité, voire en pitié pour la femme qui l'avait si complètement trahi. L'organisatrice du mariage, sentant le désastre se profiler, a discrètement fait signe à l'équipe de sécurité près de l'entrée. 2 hommes en costume noir se sont approchés du fond de la pièce, professionnels et discrets, attendant le signal. Noah les a regardés, puis s'est tourné vers Martin. « Je pense que tu devrais partir, a-t-il dit. Tu n'es pas le bienvenu ici. » Martin a regardé autour de lui, réalisant peut-être pour la première fois que personne ne le défendrait. Personne ne l'excuserait. Personne ne prétendrait que cela n'était pas arrivé. Avec des mouvements raides et saccadés, il a attrapé son manteau sur le dossier de sa chaise et s'est dirigé vers la porte. Personne n'a applaudi. Personne ne l'a rappelé. Les lourdes portes en bois se sont refermées derrière lui avec un bruit sourd et final. Le silence a persisté un instant de plus. Puis Noah s'est tourné vers les invités, sa voix assurée mais pleine d'une émotion brute et honnête. « Cette femme, dit-il en me regardant, est l'amour de ma vie. Elle n'est ici pour rien d'autre que mon cœur, et je suis plus que fier de l'appeler ma femme. » J'ai senti les larmes monter à nouveau, mais cette fois, elles étaient différentes. Pas de honte, mais d'un amour écrasant et brûlant. Les invités se sont levés. Les applaudissements ont rempli la grange. Pas les applaudissements polis d'un événement formel, mais quelque chose de plus fort, de plus plein, de vrai. Les gens applaudissaient. Certains pleuraient ouvertement. Au milieu de tout cela se tenait Élie. Le plus petit d'entre nous, le plus courageux d'entre nous, tenant fermement ma main. Et j'ai réalisé que ce n'était plus seulement un mariage. C'était le moment où nous reprenions possession de notre famille. Alors que les lourdes portes se refermaient derrière Martin, un poids s'est levé de la pièce. Ce ne fut pas immédiat, ni facile, mais le changement était là, comme une profonde inspiration que personne ne réalisait retenir. Pendant un instant, tout le monde est resté immobile, pris entre les débris de ce qui venait de se passer et la question de ce qui allait suivre. Noah s'est tourné vers moi, ses yeux brillants non pas de colère, mais d'un amour féroce et inébranlable. Il s'est avancé, a pris mes 2 mains dans les siennes, et s'est penché jusqu'à ce que seuls nous existions dans l'espace entre les chuchotements et le tintement des verres. « Je t'aime », a-t-il dit, sa voix claire et forte. Rien de ce que quiconque dit, rien de ce que quiconque fait ne changera jamais ça. Les larmes ont rempli mes yeux. Mais cette fois, je les ai laissées couler. Je n'avais pas honte. Je n'étais pas gêné. J'étais debout au milieu d'une salle pleine de gens qui venaient de voir le pire que quelqu'un pouvait me lancer, et j'étais toujours debout, plus forte qu'avant. Noah m'a embrassé doucement, là, devant tout le monde, scellant une promesse qui n'avait rien à voir avec les apparences ou l'approbation. Élie s'est agrippée à ma main, nous regardant avec un grand sourire. Son sourire illuminait tout son visage, si fier, si certain. À sa petite manière, il nous avait protégés plus férocement que quiconque n'aurait pu le faire. Du fond de la pièce, ma sœur Kali a commencé à applaudir. C'était un petit son au début, presque hésitant, mais il a grandi. Un par un, les invités se sont joints à elle, certains souriant, d'autres essuyant des larmes. Les applaudissements ont déferlé dans la grange, non pas polis, non pas forcés, mais réels, chaleureux, vivants. Le groupe, après un rapide regard incertain vers Noah, a entamé la première chanson que nous avions choisie ensemble pour la réception. Les 12 premières notes de « Stand By Me » ont empli l'air, riche et régulière, un battement de cœur pulsant à travers le chaos.
Noah m'a tendu la main. M'accorderiez-vous cette danse, Madame Whitmore, a-t-il demandé en souriant. J'ai ri, un rire tremblant mais sincère, et j'ai posé ma main dans la sienne. Nous nous sommes dirigés vers le centre de la piste. Les invités ont formé un large cercle autour de nous, nous laissant de l'espace, offrant un soutien silencieux. Les guirlandes lumineuses au-dessus de nous se balançaient doucement dans la brise qui entrait par les portes ouvertes de la grange. L'odeur des roses et de l'herbe d'été emplissait l'air. Pendant que nous dansions, Noah m'a murmuré à l'oreille, « Toi et moi. Personne d'autre ne compte. » J'ai resserré mes bras autour de lui, sentant la vérité solide de son corps contre le mien, la certitude absolue dans ses paroles. Au milieu de la chanson, Ellie nous a rejoints, enroulant ses bras autour de ma taille. Sans hésiter, Noah s'est penché, l'a soulevé et l'a tenu entre nous. Nous avons tourné lentement tous les trois sous les lumières, les rires se mêlant à la musique. Autour de nous, la réception a commencé à panser ses plaies. Les amis et la famille sont retournés à leur table. Les conversations ont repris, maintenant plus vives, plus libres. Les enfants sont retournés sur la pelouse, se poursuivant dans le crépuscule. Les assiettes se sont remplies, les verres ont de nouveau trinqué, et la vie a repris son cours, refusant d'être empoisonnée par la haine d'un homme amer. Ma tante Mara s'est approchée avec un doux sourire et a déposé un baiser délicat sur ma joue. « Tu es exactement là où tu dois être », a-t-elle murmuré. Plus tard dans la soirée, alors que les étoiles apparaissaient et que la fête se prolongeait sur l'herbe fraîche à l'extérieur, les gens sont venus nous voir par vagues. Certains se sont excusés pour le comportement de Martin. D'autres ont partagé de discrets mots d'encouragement. Beaucoup nous ont simplement serrés dans leurs bras, sans besoin d'explication. J'ai alors réalisé que les moments de cruauté ne nous définissent pas. C'est la façon dont nous nous relevons qui le fait. Ellie est restée près de moi toute la soirée, sa petite main trouvant la mienne chaque fois que la foule devenait oppressante. Je me suis penché et j'ai embrassé le sommet de sa tête. « Tu m'as sauvé aujourd'hui », ai-je dit doucement. Il a levé les yeux vers moi, confus. « J'ai juste dit la vérité », a-t-il dit simplement. Parfois, le courage le plus pur vient des plus petites voix. Quand la nuit s'est enfin terminée et que nous sommes partis sous un tunnel de cierges magiques, j'ai regardé la grange qui brillait derrière nous. Je ne ressentais aucune tristesse, aucune peur persistante. J'avais traversé le feu avec les personnes que j'aimais le plus, et nous en étions sortis plus forts. C'était notre commencement, et rien, aucun murmure de haine, aucune ombre de doute, ne pourrait jamais nous l'enlever. Le lendemain du mariage, je me suis réveillé avec le soleil qui filtrait à travers les fenêtres et Ellie blottie contre moi. Le bras de Noah était drapé sur nous deux, sa respiration régulière m'ancrant dans le doux silence d'un nouveau départ. Pendant un long moment, je suis resté immobile, laissant le poids de tout se décanter. Le chaos de la nuit dernière, la douleur, l'humiliation publique, tout cela aurait pu nous briser. Au lieu de cela, cela a révélé quelque chose de plus fort que je ne l'avais jamais imaginé. Plus tard, autour d'un café sur la terrasse arrière, Noah a enroulé une couverture autour de mes épaules et m'a serré contre lui. Le monde au-delà des champs s'éveillait. Les oiseaux chantaient. L'herbe scintillait de rosée. Tout semblait brut mais pur, comme si une tempête était passée et avait laissé l'air plus vif, plus honnête. « Je suis désolé que tu aies eu à subir ça », a dit Noah, la voix basse. « Tu ne méritais rien de tout ça. » Je me suis penché contre lui. « Je ne suis pas désolé », ai-je dit. « Plus maintenant. » J'étais surprise de voir à quel point je le pensais. Si Martin s'était tu, nous aurions pu vivre des années sous un nuage de désapprobation silencieuse, nous demandant toujours ce qui se disait à huis clos, protégeant toujours notre bonheur comme s'il était fragile. Au lieu de cela, le pire avait été traîné au grand jour. La laideur avait été vue, nommée et rejetée, non seulement par nous, mais par tous ceux qui comptaient. Noah m'a embrassé sur le front, et nous sommes restés là, dans la matinée dorée, sachant que nous avions mérité cette paix. Dans les semaines qui ont suivi, quelque chose de remarquable s'est produit. Des amis qui étaient autrefois restés en marge de nos vies se sont rapprochés. Des invitations sont arrivées pour des dîners de famille, des fêtes d'anniversaire, des soirées-jeux. Les gens qui avaient vu la vérité par eux-mêmes ne nous traitaient plus comme des étrangers. Même l'oncle David, qui avait autrefois gardé la tête basse pour préserver la paix, a pris contact. Il a pris Noah à part lors d'un barbecue familial un après-midi et s'est excusé d'être resté silencieux si longtemps. Il a promis que les choses seraient différentes maintenant, et elles l'ont été. L'absence de Martin a créé un espace qui s'est rempli de meilleures choses. L'honnêteté, le soutien, une connexion réelle. La famille a cessé de marcher sur des œufs. Les histoires sur Lily, autrefois racontées à voix basse,
ont commencé à affluer. Les gens se souvenaient de son rire, de sa gentillesse, de son amour féroce. Et à travers tout cela, Ellie a grandi. Il posait des questions sur la vérité et le courage. Nous y répondions du mieux que nous pouvions, toujours honnêtement, toujours en veillant à lui montrer que dire la vérité n'est pas une question de punition, mais de guérison. Un soir, alors que je le mettais au lit, Ellie a levé les yeux vers moi et a dit « J'ai eu peur quand je l'ai dit. Je pensais que tu serais peut-être fâché. » J'ai repoussé ses cheveux de son front. « Je ne pourrais jamais être fâché contre toi pour avoir dit la vérité, » ai-je dit. « Tu as été plus courageux que la plupart des adultes ce soir-là. » Il a souri, un petit sourire fier, et a fermé les yeux. En le regardant s'endormir, j'ai réalisé que c'était cela, plus que tout, la vie que je voulais. Pas parfaite, pas exempte de douleur, mais réelle. Construite sur des fondations qui pouvaient survivre aux tempêtes. Des mois plus tard, lorsque Noah a officiellement adopté Ellie, le juge a demandé si Ellie avait quelque chose à dire avant de signer les papiers. Ellie, debout entre nous dans sa plus belle chemise, a hoché la tête solennellement. « Je veux juste dire, » a-t-il dit, « que Noah a toujours été mon vrai papa, même avant aujourd'hui. » Le juge a souri et il n'y avait pas un œil sec dans la salle. En sortant du palais de justice, main dans la main, le soleil a percé les nuages, nous baignant de lumière. C'était comme un signe, mais c'était peut-être simplement la vérité que nous connaissions déjà. La famille ne se construit pas uniquement par le sang. Elle se construit par le choix, par un amour qui se dresse quand c'est le plus important, par le courage de dire la vérité, même quand votre voix tremble. Ce jour-là, à la réception, quand Martin a essayé de nous déchirer, il nous a donné quelque chose sans le vouloir. Il nous a forcés à montrer exactement qui nous étions l'un pour l'autre et pour tous les autres. Nous n'avons pas été brisés par ces paroles. Nous avons été forgés par elles. Grâce à cela, nous avons avancé vers un avenir qui n'était pas seulement le nôtre, mais qui était plus fort, plus courageux et plus beau que tout ce que nous avions jamais rêvé. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si cela a touché votre cœur, si vous croyez que la vérité et l'amour l'emportent toujours à la fin, veuillez prendre un moment pour aimer cette vidéo. Cela aide plus que vous ne l'imaginez. J'aimerais aussi connaître vos pensées. Partagez votre histoire, votre soutien, ou même quelques mots gentils dans les commentaires ci-dessous. Je lis chacun d'entre eux. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'un rappel que le courage peut venir des endroits les plus inattendus, veuillez partager cette vidéo avec lui. On ne sait jamais qui pourrait en avoir besoin aujourd'hui. Et si vous voulez entendre d'autres histoires vraies sur l'amour, la famille et les batailles que nous menons pour les protéger, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Ce n'est que le début, et je serai honoré de vous avoir avec moi à chaque étape du voyage. Merci d'être ici. Merci de croire aux secondes chances. On se retrouve dans la prochaine.